Bonjour, je suis donc Isabelle Fievet, responsable du centre de documentation de l'INJEP, et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la deuxième session des rendez-vous de la doc de 2022, de vous accueillir donc et d'accueillir par la suite les intervenants Laurent Bess, maître de conférence de l'UIT de l'Université de Tours, Emmanuel Delescure, maître de conférence à l'Université de Paris-Descartes, et Emmanuel Porte, chargé d'études et de recherche à l'INJEP, qui sont tous les trois co-coordinateurs d'un rapport sur l'éducation populaire et intitulé sur la fabrication de l'éducation populaire et de l'animation. Ce rapport réunit plusieurs contributions sur l'éducation populaire et ses évolutions et observations observées ces 20 dernières années sur une histoire donc contemporaine et sur son renouveau à travers de nouvelles pratiques ou nouvelles expressions. Nous aurons l'occasion donc d'avoir une présentation sur deux thématiques particulières, l'une sur la formation à l'animation à l'université présentée par Laurent Bess et une présentation sur l'université populaire avec Emmanuel Delescure et Emmanuel Porte. Ce dernier point a fait l'objet aussi d'une publication dans la collection INJEP Analyse et Synthèse. Les universités populaires ont accès au savoir, sociabilité et solidarité. C'est un IAS qui est paru très récemment. Et à ces deux documents, je souhaite ajouter aussi un repère bibliographique que la mission de documentation a réalisé en partie, en très grande partie, sur la bibliographie qui est parue. Donc, le deuxième point, c'était les pratiques pédagogiques. Donc, les méthodes actives ont constitué un étendard pour l'éducation populaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Ce mot d'ordre est-il toujours aussi rassembleur ou bien finalement est-il admis de manière, s'est-il banalisé? C'est la question que nous posions. Et quelle est la place qu'occupe la forme scolaire? Est-elle prégnante dans l'éducation populaire? Le troisième point traitait de la professionnalisation et des trajectoires d'engagement dans l'éducation populaire. Comme toutes les associations d'éducation populaire ont été transformées par une dynamique de professionnalisation. Elle a d'abord pris la forme de l'animation socioculturelle qui a été décriée parce qu'elle faisait perdre son projet émancipateur à l'éducation populaire. Mais est-elle si prégnante, cette professionnalisation? Le secteur n'apparaît-il pas plutôt comme un entre-deux où s'entremêlent travail gratuit de militants et de bénévoles et travail salarié réalisé par des professionnels? Le quatrième thème portait sur la structuration de l'activité et la formulation de l'offre locale. La formalisation, de l'offre locale. Les réflexions s'intéressaient à la manière dont les associations d'éducation populaire se structurent, sous quel modèle socio-économique, selon quel modèle de gouvernance sont-elles fédérées localement, nationalement, quels sont leurs rapports aux politiques locales, aux mairies, comment gèrent-elles leurs équipements? Je te laisse la parole, Emmanuel, pour présenter le terrain. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, désolé pour les petits problèmes de son, visiblement, ils sont résolus. Alors, on va voir le chat. Donc, effectivement, on a travaillé collectivement autour de ces quatre axes avec 6 terrains qui ont en fait structuré les 6 chapitres du rapport que vous pouvez désormais trouver en ligne. Un premier terrain et un premier chapitre a été rédigé par Nicolas Diver, Francis Lebon et Pauline Vesely, qui donc constitue le chapitre 1 et propose une approche en fait territorialisée des pratiques contemporaines d'éducation populaire et d'animation, en prenant l'exemple du quartier du Montmély à Créteil, en se focalisant sur une commune qui est intéressante parce qu'elle a une certaine stabilité municipale et qui permet de saisir des liens complexes qui peuvent s'établir notamment à travers l'activité des animateurs spécialisés, des relations entre associations, collectivités territoriales, mais aussi avec d'autres institutions comme la CAF, l'État et les fédérations d'éducation populaire présentes sur le territoire. Le deuxième chapitre, il est également, lui, positionné à une échelle municipale, en l'occurrence à l'échelle de la ville de Lyon,
donc dans une plus grande ville. Ce chapitre a été rédigé par Sylvain Rango et Florence Yadaden et propose de travailler sur la place des volontaires ambassadeurs du livre dans les écoles de la ville, dispositif de partenariat en fait entre la FEV et la ville de Lyon, qui permet de travailler cette question de la manière de gérer collectivement des espaces et des tensions autour des pratiques professionnelles et des initiatives des volontaires dans un entre-deux entre éducation nationale et éducation populaire à travers ce partenariat structurel et qui a duré plusieurs années. Ensuite, un troisième chapitre rédigé par Laurent Besse, Frédéric Chataignier et Jérôme Camus porte plus concrètement sur le devenir des étudiants en IUT Carrière Sociale de Tours. J'en dis pas plus parce que Laurent va détailler ensuite ce chapitre-là. Un quatrième chapitre a été rédigé par Léo Venin et s'intéresse plutôt à la question de l'institutionnalisation de l'éducation populaire de la libération aux années 60, notamment parce qu'il montre qu'elle constitue une étape décisive du processus d'intégration de l'éducation populaire à l'action étatique et qui structure encore le rapport de certaines associations et fédérations dans les attentes aussi dans leur rapport au pouvoir public et à l'État en particulier, travail qui est basé sur un croisement à la fois d'archives publiques et privées dans ce domaine. Ensuite, on a un cinquième chapitre qui est plutôt un travail sociologique et ethnographique qui a été réalisé au sein d'un CRAGEP et réalisé par Nicolas Brussadelli, qui propose, lui, une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler plutôt l'éducation populaire politique, en revenant sur les méthodes, les postures et les implications de cette éducation populaire politique à travers une notion qu'il appelle de technologie participative et qui renvoie au fait aux formats qui sont développés par ces acteurs-là, notamment pour ceux qui les connaissent, les conférences gesticulées, les arpentages et tout un tas de formats développés dans ces initiatives-là. Et puis enfin, un dernier chapitre, donc rédigé avec Emmanuel Delescure et Jean-Claude Richez, sur la réalité contemporaine des universités populaires, donc là, un public plutôt d'adultes, qui montre aujourd'hui qu'il est vraiment intéressant aussi de replacer l'éducation populaire dans ces perspectives associatives et locales, mais on aura l'occasion d'y revenir aussi dans une présentation plus détaillée. Donc, je laisse la parole à Laurent pour la présentation justement de l'enquête réalisée à Tours. Donc, c'est une enquête qui a porté sur une formation universitaire à l'animation, quelque chose de relativement rare, puisque l'on sait que l'une des caractéristiques de l'animation socioculturelle, c'est que ces formations sont plutôt de logique expérientielle et portées principalement par ce qu'on appelle la filière jeunesse et sport, c'est-à-dire des diplômes qui dépendent de l'administration jeunesse et sport, qui les certifie, qui délivrent les certifications et qui, du point de vue du contenu, sont assurés par principalement les fédérations d'éducation populaire. Donc, les formations universitaires constituent quelque chose de relativement minoritaire, mais ancien, puisque elles remontent à une cinquantaine d'années, en particulier donc, dans les premiers IUT Carrière Sociale, qui ont été fondés en 1967 pour celui de Bordeaux, 1968 pour celui de Rennes et Tours, dont je vais vous parler un peu plus en détail. Donc, concrètement, l'enquête, elle a porté sur 1500 anciens étudiants qui sont passés dans le département entre 1968 et 2010, et avec quelques éléments sur la période plus récente. Alors, qu'est-ce que l'examen des dossiers d'étudiants, plus un certain nombre d'autres archives, nous donne à voir? D'abord, la relative attractivité des métiers de l'animation, au sens où on est en présence d'une formation dans laquelle le nombre de candidats a toujours excédé de beaucoup les places offertes. L'année dernière encore, 999 candidatures pour 56 places. Et en moyenne, sur la période, on a, sur les 50 ans, à peu près au moins 6 à 7 fois plus de candidatures que de places disponibles.
Par ailleurs, et c'est une des conséquences de cette attractivité relative, il s'agit d'une formation qui est sélective. Alors attention, pas sélective au sens où peuvent l'être, par exemple, les classes préparatoires aux grandes écoles. Globalement, les étudiants qui candidatent n'ont pas des dossiers scolaires particulièrement exceptionnels ou ils relèvent plutôt de statut d'élève moyen de l'enseignement secondaire, mais la sélectivité de la formation tient simplement au ratio entre le nombre de places disponibles et le nombre de candidats. En ce qui concerne le sexe, on a des étudiants, on a une évolution très nette. Au cours de la première décennie, dans les années 70, en présence d'une population majoritairement masculine, qui est en cohérence avec ce qu'est la construction de l'animation professionnelle dans les années 60, très liée à l'animation jeunesse. Et à l'époque, quand on parle de jeunesse, c'est d'abord jeunes garçons, et donc on est dans un métier qui s'est construit autour d'une figure plutôt masculine. Les choses basculent dès la fin des années 70 et on assiste donc à une féminisation que les responsables successifs de la formation ont freiné jusqu'aux années 2000 pour des raisons qui tenaient à la fois à la volonté de garantir une certaine mixité dans la formation, hein, sinon on aurait eu très rapidement autour de 2/3 à 3/4 de jeunes filles dans la formation, et peut-être d'autres raisons qui tenaient au fait que le corps professoral était très masculin et que l'ensemble de l'univers de l'animation, j'avais pu le constater dans des travaux antérieurs sur les MJC, était très porté par l'idée que la dimension militante de l'animation éducation populaire ne pouvait être portée que par les hommes. Je fais un peu vite, mais c'était quand même à peu près ça, les idées dominantes jusque dans les années 80-90. Du point de vue de l'origine sociale, pas de découverte extraordinaire tirée de cette étude. Globalement, on est en présence d'enfants issus du bas des classes moyennes et d'une frange, on va dire, intégrée des catégories populaires. Ce qui est assez conforme à ce qu'on pouvait savoir. Quand on fait les comparaisons globalement pour les années 2000-2010, on a une sociologie qui est exactement celle des départements de sociologie, psychologie des UFR, de sciences, arts et sciences humaines. Ce qui veut dire aussi, malgré tout, que c'est une formation qui, comme ces départements d'art et sciences humaines, contribue aussi à la massification, démocratisation de l'enseignement supérieur, au sens où beaucoup des étudiants, depuis les années 70, ont été les premiers de leur famille à intégrer l'enseignement supérieur. Ils viennent de la France rurale, ça tient pour partie à l'ère de recrutement qui est vaste, hein, qui correspond à une très grande vallée de la Loire qui déborderait sur la Bretagne, dans un monde qui est marqué par l'héritage catholique. Alors, ça ne veut pas dire que nos étudiants ont eux-mêmes viennent d'une famille pratiquante, mais dans une famille dans laquelle il y a sans doute encore des traditions liées à des idées d'engagement issues d'une forme de catholicisme. Et, chose importante, peu d'étudiants, très peu issus de ce qu'il est convenu d'appeler les populations issues de l'immigration récente, puisque, comme un ancien étudiant écrivait à propos de sa promotion au milieu des années 2000, j'étais le seul noir de la promo, je fais éclater les quotas. Bon, ce qui dit un certain nombre de choses sur cette population qui est assez éloignée de l'image qu'on peut avoir des animateurs issus des quartiers populaires urbains. Alors, ça, c'est un tableau un petit peu de ce qu'a été la population, ce qui est encore pour partie la population de nos étudiants. La deuxième partie de l'étude a porté sur la position professionnelle de ces étudiants au moins 10 ans après leur sortie de formation. On disposait d'un certain nombre d'études sur l'insertion immédiate des diplômés, qui est particulière, qui est, disons, assez bien connue en ce qui concerne les métiers de l'animation, qui est marquée par une série de contrats précaires, plus des allers-retours entre formation et emploi avant une entrée dans des statuts plus solides. Donc, délibérément, on a fait un autre choix qui consistait à se placer au-delà de la trentaine, pour aller vite, hein, en termes d'âge des anciens étudiants,
pour mesurer la position, non pas la trajectoire, hein, ça, on n'a pas d'éléments, mais on a essayé de mesurer quelles étaient les positions qu'ils occupaient aujourd'hui. Donc, 10, 20, 30, 40 ans pour les plus anciens, après leur sortie de formation. Alors, qu'est-ce que ça nous donne en termes de découverte, entre guillemets? Une première relative surprise qui est le poids relativement important, malgré tout, des positions occupées dans le domaine de l'animation sociale et socio-culturelle, puisque tout âge confondu, on est au-delà d'un tiers des positions dans l'animation sociale et socioculturelle au sens strict. Si on intègre l'animation auprès des personnes âgées, en milieu hospitalier, on arrive à peu près 50%, un tout petit peu moins, d'anciens étudiants qui, 10, 20, 30 ans après leur sortie de formation, occupent des positions dans l'animation. Si on intègre ensuite le travail social au sens large, les positions d'éducateurs spécialisés par exemple, plus les positions dans l'enseignement, qui ne sont pas totalement négligeables, 5% des anciens étudiants sont enseignants, principalement professeurs des écoles, des hommes d'ailleurs plutôt, paradoxalement que des femmes, plus un certain nombre de positions dans l'univers culturel, on dépasse les 2/3, on frise les 3/4. Donc, il y a une certaine concordance, entre guillemets, entre la formation et les positions occupées, alors que voilà, nous avions un certain nombre de doutes sur notre capacité, d'une certaine façon, à former de futurs professionnels de l'animation et du travail social. Ça, c'est la lecture, je dirais, le constat optimiste. Il faut quand même le nuancer lorsqu'on mesure la rupture que nous avons pu repérer autour de la quarantaine, un âge médian de 42-43 ans, où on note un décrochage, c'est-à-dire qu'au niveau de la quarantaine, un certain nombre de gens quittent cet univers de l'animation en particulier, et vraisemblablement, c'est à mettre en relation avec la difficulté dans cet univers de l'animation à obtenir des postes de cadre, alors que quand le DUT a été créé, il y a aujourd'hui plus de 50 ans, il ambitionnait de former des responsables, des animateurs qualifiés qui allaient ensuite intégrer des positions de cadre moyen, voire cadre supérieur, en tout cas de responsable d'équipement. Alors, quand on regarde un peu plus en détail, on constate là, il y a un très gros différentiel qui était attendu, mais homme-femme, puisque ces positions donc, qui sont occupées par des hommes dans la deuxième moitié de la quarantaine, cinquantenaire, sont en revanche on les rencontre peu chez les femmes. Donc, on sait que le monde de l'animation est un monde où les différences de genre sont fortement marquées en ce qui concerne les postes occupés. Ça se retrouve chez nos animateurs. Alors, même si, semble-t-il, mais ça sera à creuser, pour les générations plus récentes, donc les gens qui ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans, ce différentiel semble moins marqué. Mais malgré tout, voilà, cette difficulté, enfin en tout cas ce décrochage au niveau de la quarantaine doit à la fois inquiéter sur peut-être la difficulté d'une manière générale à trouver des postes d'encadrement entre guillemets dans l'animation socio-culturelle, et d'autre part peut-être, parce qu'il faudrait ensuite comparer avec d'autres diplômés, peut-être que d'autres formations, soit extérieures à l'animation, soit les formations type jeunesse et sport, permettent ces carrières et qui permettent d'accéder à des postes de cadre, même si, bien entendu, ces positions existent malgré tout pour les étudiants, les anciens étudiants en carrière sociale, mais peut-être pas au niveau de ce que pouvait laisser espérer le programme de formation qui était celui des années 70-80. Face aux universités populaires. Donc, le travail sur les universités populaires a été conduit par Jean-Claude Richez, Emmanuel Porte et moi-même, et sont venus s'ajouter aux forces productives Pauline Vesely et Muriel Letré, puisque une partie de l'enquête est encore en cours de traitement.
Alors, comme l'idée de travailler sur les universités populaires dans le cadre d'un programme sur l'éducation populaire ne va pas de soi, puisque l'éducation populaire, c'est principalement tourné vers les jeunes depuis un certain nombre d'années. Pour autant, les universités populaires sont un des lieux historiques de création de l'éducation populaire. Le renouveau que j'ai évoqué tout à l'heure est visible également pour les universités populaires, puisqu'en 1987 va se créer un réseau qui s'appelle l'Association des universités populaires de France, et qui existe toujours et qui revendique une centaine d'universités populaires adhérentes. Il y aura aussi également un deuxième réseau qui s'appelle le Printemps des universités populaires, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Notre enquête donc s'est appuyée sur le premier réseau, la UPF, et nous avons pu enquêter auprès de 11 universités populaires. Nous avons fait 78 entretiens. Nous nous sommes appuyés sur un premier travail qui avait été réalisé par Jean-Claude Richez, qui a fait l'objet d'un rapport publié dans la collection de l'INJEP. Il y a également un questionnaire que nous n'évoquerons pas aujourd'hui, qui est en cours de traitement. Alors, les deux points que nous aimerions traiter concernent le recours aux professionnels dans les activités des universités populaires et puis après les modes d'organisation et la gouvernance qu'Emmanuel présentera. Alors, pour comprendre le fonctionnement des universités populaires, il faut répondre à quelques questions qui concernent les bénévoles, les salariés, les prestataires de services, les membres de conseil d'administration, les membres du bureau, et essayer de comprendre finalement ce qui les motive à participer à ces activités et qu'est-ce qui préside à ce choix. Est-ce qu'on doit les considérer comme des militants qui s'engagent pour une cause? Et dans ce cas-là, de quelle cause il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de la cause du partage de savoir, comme le dit la devise de la UPF, ou bien de la défense des catégories populaires, ou alors encore de la défense d'un territoire ou de son animation? Donc, ces questions, sont les questions qui structurent nos investigations. Je ne vais pas y répondre là tout de suite, mais en tout cas, ça permet d'orienter notre approche. Nous avons constaté une forme de division du travail au sein des universités populaires, une division technique du travail associatif. Elle semble s'imposer au travers des 11 universités populaires investiguées. Brièvement, la répartition des tâches s'opère ainsi. Les bénévoles se voient confier la programmation des actions, donc la mise en œuvre quotidienne. Lorsqu'ils sont membres du conseil d'administration ou du bureau de l'association, la définition de la stratégie de l'association. Donc, s'ils sont bénévoles, simples bénévoles, ils mettent en œuvre les actions, et s'ils sont membres du bureau ou du conseil d'administration, ils définissent la stratégie et les modalités d'organisation. Les intervenants salariés ou indépendants assurent avec les bénévoles l'animation des cours ou des conférences, alors que les salariés permanents ont en charge le plus souvent l'administration et la communication liées aux actions. Pratiquement aucune des universités populaires de l'enquête ne repose exclusivement sur le bénévolat. Elles ont toutes recours à des formes de rémunération. Cependant, toutes ne sont pas des associations employeuses au sens qui est utilisé par les sociologues ou les économistes du monde associatif. Certaines universités populaires refusent le recours à des salariés permanents, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des salariés ponctuels pour certaines activités. Ces UP vivent le salariat comme une contrainte et pensent que s'ils avaient un salarié permanent, ils perdraient le projet associatif pour se concentrer sur la recherche de financement et ça dénaturerait leur activité. Les personnes qui assurent les cours ou les conférences sont le plus souvent des personnes qui sont rémunérées. Les personnes qui assurent des cours, des ateliers, peuvent être des bénévoles et souvent elles le font, nous disent-elles, pour le plaisir, pour aider ou parce qu'on leur a simplement demandé. On a interviewé une personne qui touche 17 € par heure d'intervention et qui nous explique que c'est un retraité qui est cadre plus de la fonction publique, qui a, on peut supposer, une bonne retraite,
et qui nous explique aujourd'hui, tout travail mérite salaire. Et donc, il se fait rémunérer, ce qui n'est pas sans poser certains problèmes parce qu'on constate que des bénévoles, eux, font la même activité et ne sont pas payés, ce qui nous a été reproché. Donc, une autre personne nous a dit, vous comprenez, un tel se fait payer pour ça, je trouve ça scandaleux. Dans quel monde vit-on? Nous sommes une association d'éducation populaire, ça devrait être bénévole. Donc, on voit qu'il y a une sorte de friction entre une tension entre les bénévoles et les personnes qui se font rémunérer. Parmi les salariés des UP que nous avons investis, on constate que certaines personnes ne sont pas venues là en connaissant les UP avant de candidater sur un poste. Elles sont venues là par hasard. Donc, on a des gens qui ont été envoyés par Pôle emploi, d'autres par la mission locale, et qui ont découvert l'activité alors qu'elles ne la connaissaient pas du tout. On a un cas de mécénat de compétences aussi, qui est donc une retraitée qui a choisi de quitter son secteur pour la dernière année de son activité, une future retraitée, qui a voulu exercer sa dernière année en essayant de trouver une activité plus noble que celle qu'elle pratiquait jusqu'alors. Donc, elle avait un double enjeu, à la fois assurer la sortie de sa carrière et trouver des occasions qui lui permettraient d'être bénévole une fois à la retraite, et faire des choses plus ouvertes qui lui plaisaient plus. Donc, c'est elle qui a qualifié cette activité de plus noble que ce qu'elle faisait auparavant. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que ces activités correspondent à un engagement bénévole ou plutôt un engagement militant ou plutôt une quête de rémunération? Les bénévoles que nous avons enquêtés sont pour la plupart des retraités, on le voit avec leur moyenne d'âge, hein, et donc ils sont à la recherche en fait d'une deuxième carrière. Ils choisissent parfois de maintenir la thématique de leur vie professionnelle au travers de conférences ou de cours, et donc ils vont faire des cours sur les sujets qu'ils avaient traités dans leur vie professionnelle. Alors, pour conclure, puisque le temps presse, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a là aussi une tension avec peut-être deux exemples, des personnes qui nous ont dit avoir rejoint l'université populaire pour son caractère militant, et d'autres qui nous disent qu'elles se font rémunérer, qu'elles sont attachées aux finalités, aux projets de l'université populaire, mais que lorsqu'elles sont bénévoles, elles vont dans d'autres institutions pour des publics qui sont plus précaires, plus dans la nécessité que ceux qu'elles rencontrent dans l'université populaire. Donc, une femme qui travaillait dans le social et qui est venue à une UP et qui s'est dit « c'est ce que j'ai envie de faire, en fait. J'ai envie de faire quelque chose qui est plus politisé, plus militant. Je le faisais avant, mais ça n'était pas assumé, dit-elle. » Et une autre qui nous dit c'est un petit peu le public de l'UP, c'est un petit peu une petite bourgeoisie et je suis impliqué à titre individuel dans des choses qui me paraissent pour moi plus prioritaires. Et donc, il fait un choix. Voilà. Je vais m'arrêter là et laisser la parole à Emmanuel. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Je vais dire quelques mots pour compléter sur les universités populaires en essayant aussi de synthétiser pour qu'on puisse prendre des questions. Il y en a quelques réactions dans le chat. En fait, ces universités populaires, ce sur quoi elles nous ont quand même globalement beaucoup marqué, c'est par la grande hétérogénéité des activités qui y sont menées. À la fois des cours, des conférences, des ateliers, de l'organisation de voyages, de l'accueil de primo-arrivants migrants sur le territoire, des cours d'alphabétisation. Donc des choses extrêmement éclatées qui peuvent donner l'impression, en fait, au premier abord, d'un grand émiettement et d'une difficulté à regrouper, à trouver des lignes de force entre ces universités populaires. Et pourtant, on s'est bien rendu compte qu'elles
elles se réclamaient toutes de la formule université populaire, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on les a sélectionnées et qu'on a écarté toutes les autres formes d'universités qui pouvaient être les universités d'interage, parce qu'il existe d'autres modèles d'universités de partage des savoirs. Mais dans cette revendication, on s'est demandé qu'est-ce qui les tenait quand même un petit peu ensemble. Et comme l'a un peu sous-entendu Emmanuel dans sa présentation, ce qui vraiment fait l'objet de discussions internes, de régulation des conflits, de prise de décision et donc d'objets de gouvernance interne à ces associations, c'est la plupart du temps la programmation de l'activité. Et quand on a essayé de comparer la programmation des activités en prenant à la fois les programmes, ce qui nous ont été dit, quelles étaient les intentions, comment la programmation était construite, on a pu essayer de dégager ce qu'on a appelé 3 modèles de gouvernance de ces universités populaires basés sur cette programmation de l'activité. Un premier modèle est principalement basé en fait sur le bénévolat et renvoie aux universités populaires dont le programme en général est principalement un programme de conférences et établi à partir du carnet d'adresses de ses membres ou du président ou de membres fondateurs importants. C'est souvent le cas des universités populaires relativement petites, assez isolées, pas forcément toujours d'ailleurs en réseau, mais c'est un premier modèle qu'on a croisé à plusieurs reprises. Un second modèle concerne plutôt les associations dont la programmation est organisée autour de thématiques, donc art, histoire, sciences. Par exemple, où là, l'idée, c'est quand même d'une université populaire qui cherche à coller à des logiques disciplinaires, où on cherche des intervenants parce qu'ils ont des compétences dans des domaines donnés, et ces domaines peuvent avoir justement des fortes dimensions disciplinaires, et en fonction aussi de leur notoriété. Donc, c'est dans ce type de modèle-là qu'on retrouve le plus aisément mobiliser des professionnels issus du monde académique ou du monde enseignant de manière générale. Et puis ensuite, on a un troisième modèle qui consiste plutôt à organiser le programme d'activité autour de commissions internes aux universités populaires, mais non pas en fonction de thématiques, mais en fonction d'activités. Donc, on organise les conférences, une commission pour les conférences, une commission pour les conférences gesticulées, une commission pour l'organisation d'un festival. Et donc, dans ce dernier cas, qui est quand même assez fréquent, les activités s'organisent par cercles un peu concentriques de réseaux de sociabilité autour de à même de nourrir en fait ces activités-là. Par exemple, ce qui est très marquant, c'est le milieu du théâtre, qui professionnellement, de tout un tas de personnes qui peuvent être inscrits dans le milieu du théâtre professionnellement et qui, sur le plan bénévole, aident une université populaire à monter des conférences gesticulées, par exemple. Donc, voilà un peu le type d'observation qu'on a essayé de dégager pour qualifier ce champ global des universités populaires aujourd'hui. Il y aurait plein de choses à en dire, on y reviendra peut-être après dessus, mais je pense qu'il y a quand même 3 observations globales qu'il faut avoir en tête. C'est que d'une part, on a quand même affaire à des structures qui sont assez faiblement structurées, c'est-à-dire c'est des réseaux faibles, mais en même temps, il y a quand même une attractivité de la notion d'éducation populaire qui est reprise à plein d'endroits et qui valide l'hypothèse d'un renouveau de l'éducation populaire, y compris dans ce champ-là. L'affirmation de l'existence, deuxièmement, du marginal en volume, mais quand même bien présente, de personnes qui se revendiquent de l'éducation populaire politique au sein des universités populaires, donc qui cherchent à réenchanter un rapport politique au savoir à travers ces expériences et ces nouveaux formats. Et puis la troisième, c'est quand même que ça souligne une tendance lourde de l'éducation populaire à être traversée par une forme d'individualisation du rapport au savoir, où on a beaucoup d'acteurs de ces universités populaires qui nous ont dit combien les gens qui viennent participer aux activités sont dans une logique de loisir pour soi, de logique un peu consumériste, avec des demandes de remboursement de cotisation de l'association si, par exemple, l'activité n'avait pas lieu ou des choses comme ça. Voilà. Ce qui est à nuancer si on regarde les bénévoles, puisque les bénévoles, eux, par contre, sont intégrés dans un collectif, sont beaucoup plus dans une logique de fonctionnement associatif classique, mais en tout cas, pour une partie du public, il y a cette tendance qui est dénoncée. Voilà. Je laisse quelques mots aussi à Laurent pour une conclusion plus générale par rapport au rapport, et ensuite on ouvre les questions. Oui, c'est peut-être moins une conclusion que
le repérage, on va dire, de ce qui nous est apparu comme des chantiers, en tout cas des directions que nous souhaiterions travailler par la suite, hein, sachant que on espère que le collectif qui s'est constitué à cette occasion va continuer à exister, qui va s'ouvrir aux femmes aussi, puisqu'il est quand même marqué par un certain nombre de soi masculins dont nous sommes représentatifs autour de cette table. Alors, premier point peut-être, et il me semble que c'est très bien ressorti de ce que tu viens de dire, Emmanuel, la diversité des pratiques de l'animation socioculturelle, qu'elles soient d'ailleurs bénévoles et professionnelles. Bon, on le savait depuis longtemps en ce qui concerne bien entendu l'opposition entre des animateurs qualifiés, professionnels, cadres parfois, et une masse d'animateurs, souvent animatrices, dans les métiers du périscolaire, qui sont donc, on va dire, la structuration de l'univers professionnel de l'animation que Emmanuel de Lescure a beaucoup travaillé avec Francis Lebon. Bon, ça, c'était des choses connues qui sont bien entendu réapparues à l'occasion de ce travail, mais l'attention peut-être doit être portée sur le monde des intervenants. En particulier de ceux qu'on appelle parfois les animateurs techniciens, qui pour certains d'ailleurs sont bénévoles, comme tu viens de le dire, dans une association, et professionnels, entre guillemets, ou en tout cas rémunérés, ou dans d'autres. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau, qui a pris de l'importance. Hein. Dans les MJC des années 70, il y avait déjà ces tensions, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de généralisé, y compris dans des petites associations peu professionnalisées, comme le sont les universités professionnelles. Ça, c'est quand même un élément qui mérite d'être creusé. Là aussi, par ailleurs, il y a aussi la question du recours aux bénévoles en fonction de leurs compétences professionnelles qu'ils vont réutiliser dans leurs activités militantes. Alors, ça ne concerne bien entendu pas que les associations d'animation et d'éducation populaire, mais il y a peut-être malgré tout un certain nombre de spécificités qui seraient intéressantes de creuser. Et tout cela, en plus, est à prendre en compte avec la place très forte des volontaires dans les structures d'animation, qui apparaît très bien dans le terrain de Lyon sur la Fève, donc les jeunes volontaires en particulier du service civique. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, les associations, c'est-à-dire à la fois les professionnels et les militants, ont à gérer des collectifs dans lesquels il y a des purs bénévoles, des animateurs techniciens, des volontaires, des néo-retraités qui réutilisent leurs compétences professionnelles. Bon, là, il y a des choses qui méritent d'être travaillées, peut-être en particulier sous l'angle des personnes issues des milieux de l'enseignement-formation. Ça apparaît, il me semble, assez nettement du côté des universités populaires. Par ailleurs, et ce n'est pas contradictoire avec ce qui vient d'être dit, on assiste aussi à un très fort discours sur l'éducation populaire politique avec une critique assez forte de l'institutionnalisation. Et une des caractéristiques, c'est que ces discours qui tendent à circuler finalement et peut-être aujourd'hui à unifier le monde de l'éducation populaire, ils doivent être nuancés toutefois quand on regarde justement du côté des animateurs techniciens pour lesquels un certain nombre de ceux qui ont été enquêtés à Créteil et dans les universités populaires sont totalement étrangers à ces discours sur l'animation qui sont portés sur l'éducation populaire politique, qui sont portés par la frange paradoxalement la plus professionnalisée et la plus diplômée de ces animateurs, mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, ça circule. Et ce qui est parti donc au départ du noyau, on va dire, central et professionnalisé des animateurs, est aujourd'hui partiellement réinterprété par d'autres composantes, les volontaires, qui pour certains aspirent à devenir des animateurs professionnels, mais aussi des bénévoles, particulièrement dans les UP. Et là, il y a des choses à creuser. De ce point de vue-là, le terrain des universités populaires est quand même sans doute quelque chose de vraiment particulièrement intéressant à approfondir. Et puis, parmi les chantiers qui apparaissent, mais il y a au moins deux grands absents des travaux. Le premier, c'est qu'on a très peu rencontré, et ce n'est pas simplement un oubli de notre part, on a très peu rencontré le monde, on va dire, lié aux administrations culturelles,
pour faire vite, ce qui ressort du domaine du ministère de la Culture. Alors qu'il y a encore 20 ans, les enjeux autour de la frontière animation socioculturelle versus culture étaient centraux. Aujourd'hui, ils sont en apparence inexistants. Ça, c'est quand même une dimension extrêmement importante qui mérite d'être retravaillée. Et puis, l'autre acteur, et là, ça tient davantage au choix des terrains. Autre acteur qui est peu présent, ce sont les CAF dans le travail. Or, aujourd'hui, les caisses d'allocation familiale sont quand même de loin l'acteur sans doute majeur de l'animation. Les rares textes finalement officiels qui définissent ce qu'est l'animation, et non pas l'éducation populaire, ce sont des textes de la CAF. C'est le texte de 2012, la circulaire qui définit la prestation d'animation globale des centres sociaux. 40 pages quand même, avec des définitions précises de ce que doit être l'animation sociale, et le texte plus récent qui définit la prestation pour les foyers de jeunes travailleurs, qui date d'octobre 2020. Et ce poids des CAF, il se traduit par exemple par l'existence aujourd'hui près de 2500 centres sociaux, 1500 EVS, espaces de vie sociale, et voilà, il est à prendre en compte, et il est sans doute ce poids des caisses d'allocation familiale un élément important du basculement finalement d'une animation éducation populaire pensée plutôt du côté du culturel, du socioculturel, vers le social et les politiques sociales. Et aujourd'hui, il est évident, y compris par exemple du point de vue des étudiants de l'IUT de Tours, ils se considèrent comme des travailleurs sociaux, notion qui n'allait absolument pas de soi pour les animateurs, ne serait-ce que des années 90. Et dernier point, peut-être, qui découle pour partie de cette montée de la dimension sociale dans l'animation sociale au sens de travail social, les publics qui ont été rencontrés dans les différents terrains sont des publics qui, pour reprendre l'expression de Emmanuel Porte, sont des publics adressés. C'est-à-dire que ce sont des publics que les politiques publiques, principalement, désignent aux associations et aux différents acteurs de l'éducation populaire comme devant relever d'une action. Que ce soit dans les universités populaires, il y a toute une partie importante autour, par exemple, de l'alphabétisation des migrants, autour de la prise en charge de personnes en difficulté sociale. Bien entendu, dans les structures qui ont pu être étudiées à Créteil, mais c'est vrai aussi du côté des politiques du livre dans le cadre du dispositif de la FEV à Lyon. Cette fois-ci, c'est l'éducation nationale qui désigne un certain nombre de publics comme devant relever d'une action d'éducation populaire animation. Et c'est vrai que c'est intéressant à étudier de près parce que ça opère une transformation, non pas nécessairement par rapport à la réalité des pratiques des années 70-80 de l'éducation populaire, mais en revanche des imaginaires des associations d'éducation populaire, au sens où c'était les publics qui, en théorie, étaient supposés exprimer des besoins, et le rôle des associations était de transformer ces besoins finalement en action. Bon. Aujourd'hui, on a des dispositifs publics qui définissent l'orientation des associations d'éducation populaire, pas simplement d'ailleurs par le biais du financement par projet, même si c'est un élément central, et il va être intéressant d'étudier de près ce que ça fait, bien entendu, à la gouvernance associative, mais aussi même aux conceptions du métier d'animateur et plus largement aux conceptions de l'éducation populaire. J'en ai terminé, j'espère que ça laisse un peu de temps pour les questions. Merci. Alors, je vais effectivement reprendre un petit peu les questions ou commentaires qui nous ont été faits dans le chat. Bon, d'abord des remerciements et témoignages comme ceux de Gérard Marquier qui dit qu'il se retrouve assez bien dans sa propre trajectoire par rapport à ce qui a été présenté sur la trajectoire des étudiants de l'IUT carrière sociale. Et qui ajoute, par rapport à la dernière incise que tu as fait dans la conclusion sur la place des CAF, il y a d'autres aussi dispositifs qui sont des lieux de contact
CAF avec l'animation socioculturelle, notamment sur le numérique, avec des dispositifs comme Promeneur Promeneur du Net qui méritent, et on est tous d'accord là-dessus, un travail plus global et plus systématique. On pourrait le rajouter dans la liste des champs de recherche à ouvrir. On a aussi une question, peut-être que Emmanuel, elle pourrait être adressée à toi, elle relève de l'enquête sur les universités populaires, qui dit que, donc d'Augustin Vicard, sur le fait que l'enquête porte sur les universités populaires, mais qui voudrait savoir dans quelle mesure elle s'écartait des autres universités de partage de savoir ou des autres formats, universités interâges, etc. Et est-ce qu'on retrouve une vraie spécificité qui singulariserait ces universités issues de la tradition éducation populaire? Je réfléchis, mais il faudrait qu'on fasse une enquête sur les universités de partage des savoirs pour qu'on puisse avoir une base comparative sérieuse. Oui. Mais alors, à mon avis, ça tient aux activités que tu as présentées. La diversité des activités des universités populaires n'a pas d'équivalent, je pense, dans les universités du temps libre et dans les universités destinés aux retraités. Donc, ils font principalement des cours, des conférences, éventuellement des voyages, alors que les universités populaires peuvent se transformer, ce n'est pas le cas de toutes, mais c'était le cas de certaines, peuvent se transformer en centre social presque, accueillir les gens pour de l'alphabétisation, accueillir un point CAF, on en a eu un dans une des UP, peuvent accueillir des jeunes en quête d'insertion, ou donc centre social pour certains aspects, ou centre de formation, et développer des formations professionnelles, se faire certifier Calliope, on en a une, et donc ce que ne font pas les autres types d'organismes. Voilà. Je ne sais pas si tu penses. Juste, ce que je peux rajouter, c'est de remettre dans la discussion le fait que les modèles qu'on a présentés sont des réductions ou des regroupements à partir des universités populaires qu'on a rencontrées, mais il y a aussi tout un tas il y a une palette, une graduation de formats qui ont été inventés. Et on avait dans le chat Florence Lafont, par exemple, qui nous a partagé son expérience. Elle nous dit qu'elle coanime depuis 15 ans une université populaire qui est le fruit d'un partenariat entre un établissement culturel au Havre et l'université du Havre, qui n'a pas formellement d'existence associative, qui a des rémunérations des intervenants, prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement, mais qui sont partagés par ces deux structures, et qui note que l'université populaire est en accès libre et gratuit. Voilà, donc dans un modèle, là encore, qui est construit à la base, et c'est ce qu'on n'a peut-être pas dit là dans la présentation, mais qui est très présent dans le rapport, c'est que ces universités populaires sont avant tout des projets associatifs locaux. On ne crée pas une université populaire parce qu'on a un modèle ou des modèles d'université populaire disponibles au niveau national qu'on déciderait de déployer sur le territoire. On crée une université populaire souvent au niveau local parce qu'il y a une dynamique associative, militante, bénévole, locale, organisée autour de réseaux de sociabilité qui peuvent être anciennement professionnels, qui peuvent être liés au travail social, qui peuvent être liés au monde éducatif, mais avec l'idée qu'il faut répondre à un besoin d'accès au savoir et à la connaissance sur le territoire, que ce besoin est à combler, et l'université populaire apparaît comme, j'allais dire, un répertoire disponible avec lequel on va développer un projet associatif. Et ce projet associatif, il est très différent selon qu'on est dans une ville universitaire ou pas, selon qu'on est soutenu ou pas par la mairie, et selon qu'on est adossé ou pas à des lieux ou établissements culturels. Donc, mais c'est cette diversité qui nous a intéressés, c'est-à-dire qu'en même temps, tout le monde revendique la notion d'université populaire, et c'est en ça qu'on se retrouve sur quelque chose qui est assez proche avec ce qu'on peut voir dans l'éducation populaire de manière générale, c'est-à-dire ça fait, j'allais dire, bien longtemps qu'on ne cherche plus à donner une définition unique de l'éducation populaire, mais qu'on cherche à considérer les raisons pour lesquelles un certain nombre d'acteurs s'emparent de cette notion,
pour l'utiliser pour des actions qui ne sont pas forcément toutes cohérentes entre elles. Et c'est même une caractéristique de l'histoire de l'éducation populaire que d'être un peu insaisissable, d'être un mot valise dont un certain nombre de militants s'emparent pour qualifier leurs pratiques. Ça me permet de rebondir sur un commentaire que je voudrais lire d'Arnaud Loustalot. Je le lis parce qu'il est un petit peu long, mais ça illustre une question qui se pose régulièrement sur laquelle on pourra revenir. Il nous dit qu'il souhaiterait avoir notre avis sur l'expression éducation populaire politique qui est mise en avant dans l'introduction du rapport qu'on a recité là, qui est une expression qu'il a toujours interrogée parce que formulée par des acteurs qui ont émergé dans les années 90 et principalement des SCOP. Et qui sous-entendrait qu'il y a une partie d'éducation populaire qui est non politique ou qui, en tout cas, considérerait que l'éducation n'est de fait plus politique. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on pense de cette notion, de ce renouveau et est-ce que ce n'est pas simplement, finalement, une manière de s'être réadressé aux adultes par rapport à toute l'éducation populaire politique populaire tout court, qui était principalement effectivement tourné vers les jeunes et adossé de plus en plus sur les politiques de public de jeunesse. Je sais pas, on l'a en partie évoqué à travers le fait que c'est un discours qui a été porté d'abord par une critique des effets de l'institutionnalisation des politiques publiques et effectivement, peut-être plus largement, par une volonté qui me semble assez forte dans l'éducation populaire depuis une vingtaine d'années, de réinterroger le rapport au savoir. Alors que la question des loisirs, en particulier sous l'effet du poids de l'animation jeunesse, était quand même sur le devant de la scène dans les années 60, 70, 80. Depuis les années 2000, il y a quand même un certain nombre de secteurs, les universités populaires, l'éducation populaire politique, les enjeux autour de l'animation scientifique, l'éducation à l'environnement, dans lequel revient de manière davantage centrale qu'avant la question du rapport au savoir. Et après, l'éducation populaire politique, c'est un étendard, mais qui a connu un grand succès parce que, quand même, une des caractéristiques qui apparaît très bien dans la contribution de Nicolas Brusadelli, c'est qu'il n'y a pas simplement un discours, il y a aussi quand même des pratiques qui viennent d'espaces qui ne sont pas uniquement ceux de l'éducation populaire, on va dire, traditionnelle, même s'il y a une puise dans cet héritage, mais qui viennent aussi, le montre très bien, des choses qui viennent de l'univers, y compris par exemple des ressources humaines, du monde de l'entreprise. Et donc, il y a une forme de syncrétisme mais d'une certaine façon, peut-être que pour la première fois, les animateurs, en particulier professionnels, se sont dotés d'un certain nombre d'outils, de corpus qui arrivent c'est un des éléments peut-être désormais d'une identité professionnelle ressourcée, avec d'un côté ce discours qui est destiné, comme tu l'as dit, à réenchanter d'une certaine façon les pratiques professionnelles que l'institutionnalisation aurait perverties, et de l'autre, ces outils qui circulent, y compris désormais hors de l'univers de l'éducation populaire, si on entend par là l'éducation populaire, le monde des grandes fédérations et des scopes d'éducation populaire, et qui donc contribuent à diffuser un certain nombre de pratiques, peut-être aussi de discours autour de ce renouveau de l'éducation populaire. Peut-être que je relaye encore une ou deux questions on peut reprendre 5 minutes. Sur cette question-là, il y aurait beaucoup à dire. Je propose à Arnaud qu'on en reparle. Il y a une question sur la question qui est proposée par Hakim Oualassi sur les publics adressés que tu as évoqué tout à l'heure, en demandant quelle était finalement la marge d'autonomie des structures et des acteurs de l'éducation populaire dans le choix des publics qui les ciblent. Et est-ce qu'on pourrait identifier des transformations ou des périodes historiques de transformation de ce rapport-là? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que ça a changé? Quand? Alors je pense que ce n'est pas une nouveauté radicale. Quand les maisons des jeunes et de la culture se développent dans les années 60, c'est parce que la jeunesse
entendu inconsciemment comme les jeunes garçons de 15 à 25 ans est considéré comme la priorité absolue. C'est après le fameux épisode de l'été des blousons noirs 1959 que le gouvernement va donner les moyens à la Fédération française des MJC de développer son action. Donc, simplement, peut-être qu'aujourd'hui, d'abord, le progrès des outils permettent d'abord de mieux cibler les publics, de mieux contrôler aussi l'effectivité de l'action des structures. Donc, si changement il y a, il est de ce côté-là, plus après le financement au projet qui commence dans les années 70, deuxième moitié des années 70, et qui prend de l'importance dans les années 90, depuis les années 90. Je te laisse compléter. Si tu veux. Moi, je voulais juste peut-être marquer la spécificité des UP sur cette question-là. Donc, on a dans notre enquête des UP qui ont des publics adressés, donc un point GAF, des formations d'insertion, mais on a aussi des UP, peut-être majoritairement, qui s'autofinancent, qui n'ont que très peu de subventions, par exemple une salle prêtée, mais ce n'est pas une subvention à proprement parler, et donc qui font les choix d'accueillir les publics qui choisissent les publics qu'elles accueillent. Et les adultes, par exemple, qui viennent en cours d'alpha, c'est typiquement ce qui peut être le moins coûteux, puisque ce sont la plupart du temps des bénévoles qui le mettent en œuvre, et qui ne relèvent pas de politique publique. Voilà. Donc, en fait, pour les UP, on a une très grande variété et une certaine dominante vers une plus grande autonomie. Peut-être je prends une dernière question, si on m'y autorise. Myriam Gargasson posait une question par rapport à l'enquête sur la carrière des animateurs, en disant qu'elle ne semble pas distinguer les carrières des animateurs dans le secteur social et dans la fonction publique territoriale. Et elle dit, or, il me semble que la nature de l'organisation a des impacts sur le travail, sur les opportunités de carrière, etc. Sans doute, mais là, pour la peine, l'enquête ne nous a pas permis de voir tous ces aspects, sachant qu'encore une fois, on a examiné la position à l'instant T de l'enquête, donc en 2020. On n'a pas pu mesurer la trajectoire. Alors maintenant, on a la liste d'un certain nombre d'anciens étudiants. On pourrait, je pense que ça serait intéressant à mener, leur trajectoire, c'est-à-dire les différentes positions professionnelles par lesquelles ils sont passés depuis leur sortie de formation. Là, on a juste une photographie à un instant T du poste occupé par les anciens étudiants, et il n'est pas possible d'aller au-delà de ce constat. Donc, ça reste quand même quelque chose de très modeste du point de vue de l'intérêt, malgré tout. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse en tirer des choses sur les plus générales, sur l'état des carrières dans telle ou telle filière des métiers de l'animation. Je crois qu'on va être obligé de s'arrêter là, mais simplement, je voudrais peut-être conclure, vous remercier à tous d'avoir été là, mais vous dire que cette enquête collective, enfin ce travail collectif, on est content d'avoir tenu ensemble l'idée de travailler l'éducation populaire, l'animation socioculturelle, l'éducation populaire politique, d'avoir essayé de croiser ces terrains-là, parce que ce qu'on constate, dès qu'on rentre dans l'éducation populaire par le bas, qu'on regarde les structures là où elles sont, qu'on rentre par les communes, etc., on voit que les gens qui traversent ces espaces sont multipositionnés. Ils peuvent être à la fois des militants bénévoles de l'éducation populaire dite politique et des acteurs de l'animation classique dans leur profession quotidienne, et par ailleurs des responsables associatifs dans leur village, etc. Donc, ce qui est, je crois, intéressant, c'est que ça plaide pour démultiplier des travaux peut-être de nature un peu monographique ou territoriale sur l'éducation populaire et l'animation, qui essayent de tenir ensemble des espaces militants, bénévoles, d'une part, et des espaces plus professionnalisés et plus adossés aux politiques publiques de l'autre.
Voilà. En tout cas, c'est à ça qu'on voudrait plaider désormais pour ouvrir de nouveaux terrains. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis et passez une belle journée.